c'est le Bilad al-Soudan et la Guinée. Ce sont deux termes qui reviennent généralement en fait, dans les sources. Le Bilad al-Soudan en fait, dans les sources arabes et la Guinée dans les sources chrétiennes. L'expression en fait, Bilad al-Soudan désigne généralement dans la littérature historico-géographique arabe le pays des Noirs. Et avant le XIIe siècle, ce nom avait un entendement très vaste et pouvait aller de la côte ouest africaine aux confins de l'Inde, en clair les zones en fait, où étaient peuplées ou habitées par les Noirs. Autour du XIIe, XIIIe siècle, l'expression se régionalise de plus en plus autour d'une région, d'une unité géographique, historique et culturelle qui constitue l'Afrique de l'Ouest actuelle. Plusieurs raisons vont expliquer pourquoi cette régionalisation, ce phénomène. Pour Joseph Kuyok, qui a étudié les sources arabes, on va dire, dans les années 70, du coup, pour lui, en fait, les auteurs arabes avaient tendance à distinguer les populations subsahariennes suivant 4 grandes familles, c'est-à-dire les Anges dans l'Est, les Habachas, c'est-à-dire les Éthiopiens, ou encore Abyssins, les Nubiens et les Soudans. Ce phénomène, en plus de cette distinction de 4 grandes familles, le phénomène de la régionalisation du terme Bilad al-Soudan sur le plan purement géographique est aussi accentué par la popularité d'un mythe, le mythe en fait hamitique, ou le mythe de Cham, selon lequel le fils Cham, fils maudit de Noé, a eu des descendants, et certains de ces descendants, c'était les Noirs, et c'était des Soudans. Et ces Soudans se sont installés à l'ouest de l'Afrique subsaharienne. Vous l'aurez compris, en fait, durant la période médiévale et moderne, en fait, le terme Bilad al-Soudan tend à représenter la partie l'interland de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique de l'Ouest. Certes, c'est toute la partie subsaharienne de l'Ouest, mais assez régionalisée autour du bassin du Niger. Comme on peut le voir ici, je ne retrouve pas le curseur. Non. Je t'envoie les couleurs. Ok, du coup, la partie en jaune, je dirais jaune mauve, en fait, représente en fait le Bilad al-Soudan. Mais je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a une certaine singularité. Disons que tout ce qui est en couleur, jaune, mauve et bordeaux, c'est le pays des Noirs. Ça représente le Bilad al-Soudan. Et l'autre terme employé, c'est la Guinée. Le terme Guinée dans les sources arabes, apparaît en fait dans les sources chrétiennes. Et comme peut le définir en fait le chroniqueur portugais Gomes et Yanez de Zorara dans son ouvrage La Chronique de Guinée, paru en 1453, la Guinée, c'est le pays des Noirs. La Guinée signifie pays des Noirs. Après, l'entendement même, en fait, ou plutôt l'introduction de ce terme dans la littérature chrétienne pose problème, c'est-à-dire sur son plan étymologique, ou comment il apparaît en fait dans le monde chrétien pour représenter ou signifier un espace qu'il n'avait pas encore vu. On s'interroge. Toujours est-il qu'on retrouve les premières traces en fait, de ce terme Guinée dans une source arabe appelée le Kitab al-Rudjar, soit le livre de Roger de Al-Idrissi, où il est l'un des premiers à à employer le terme Guinée au XIIe siècle. En soi, par la suite progressant, la Guinée en fait va représenter toute la partie côtière. Et vous verrez en fait le petit vert le long de la côte. La Guinée ne va pas en fait dans l'intérieur des terres véritablement. La Guinée, c'est la région côtière. Là, c'est une distinction en fait à faire entre c'est que la Guinée, comme on l'entendait en fait les chroniqueurs chrétiens au XVe siècle, et la Guinée par la suite en fait comme on va l'entendre au XIXe siècle. Le pays des Noirs, c'est aussi des entités politiques. Et pour le coup, là, nous avons retenu en fait 2 entités,
deux empires, l'empire du Mali et celui du Songhai. L'empire du Mali est une organisation sociopolitique qui naît au XIIIe siècle, soit vers 1250. Il est fondé par Marijata, comme le désigne Ibn Khaldoun, et Sundiata Keïta, selon les traditions locales. C'est en 1324, en avril 1324, que l'Empire du Mali acquiert en fait toutes ces lettres de noblesse, notamment à travers le pèlerinage à la Mecque du Mansa Moussa. Et on a tendance actuellement à associer les deux, faire de Mansa le prénom et Moussa son nom. Mansa n'est rien d'autre que le titre. Pour le coup, c'est l'équivalent de sultan, de roi ou de souverain. Et Moussa, son nom ou prénom. Il règne de 1307 à 1330 et son pèlerinage à la Mecque, en fait, en avril 1324, va avoir des grandes répercussions pour l'espace ouest africain. Et ces répercussions, je reviendrai en fait sur la carte, sont telles que le Mali intègre à la fois la scène, est reconnu sur la scène internationale de l'époque, mais aussi intègre le dar al-Islam ou le domaine de l'islam, lequel domaine a eu tendance à exclure tout ce qui n'était pas musulman. Et à partir de ce moment, le Mali et les populations de l'Empire du Mali intègrent l'Oumma, la communauté des croyants. Le Mali, en plus de cela, on a en fait avec ce pèlerinage, on a le mythe de l'or ouest-africain qui se crée encore un peu plus. Et avec l'intégration notamment du Mansa Moussa et du Mali dans la carte de Hernan Cresque, des cartographes de Majorque, en 1375, et bien avant lui, en 1339, dans celle de Angelino Dulcer. Le Mali périclite vers 1359, mais c'est au début de la deuxième moitié du XVe siècle que le Mali s'efface progressivement de la scène ouest-africaine pour laisser place à l'Empire du Songhai. Disons que l'Empire du Songhai était un vassal de l'Empire du Mali depuis 1324. Certains disent que c'est le Mansa Moussa qui aurait conquis la région du Mali, du Songhai. Le Songhai se détache du Mali et devient une entité politique à part entière vers 1450. Et en 1464, le Soni Alibert, qui Soni veut ici dire souverain ou roi ou sultan, Soni Alibert prend lui en fait la tête de l'empire, l'étend d'est en ouest et on fait un véritable empire géographique. Et ici, vous pouvez voir en fait l'étendue de l'empire du Songhai et son étendue et sa zone d'influence, allant de Tombouctou à Djenné, tout en montant vers le nord, dans la région du désert, en fait, à Taraza. Là, ici, nous voyons, en fait, nous sommes dans les constructions des catégories de religion, le Soudan et le Takrou. Si le Soudan, en fait, peut représenter ou veut signifier, en fait, noir, c'est la forme plurielle de Soudan, c'est la forme plurielle de noir, c'est aussi les Noirs en tant que population, avec les stéréotypes qu'on peut en fait associer aux Noirs. C'est-à-dire, le stéréotype premier, c'est celui de Koufar, infidèle. Et en soi, le fait d'être noir au Soudan, c'est savoir l'essence même de l'infidélité. Par contre, un autre terme apparaît, c'est celui de Takrou. Le Takrou, lui, va s'opposer au Soudan dans le sens où le Takrou est le premier empire ouest-africain, le premier territoire ouest-africain à être converti à l'islam. Et dans l'évolution, ce terme, en fait, de Takrou va finir par désigner toutes les personnes musulmanes soudanaises, c'est-à-dire de cette région. Ainsi, en fait, le terme Takrou devient la transcendance même de l'essence première du Soudan. Un Soudan peut rester être un noir, c'est-à-dire un infidèle. Par contre, un Takrou, il est systématiquement musulman.
il y a à ce moment naît une différence entre les deux. Et pourtant, c'est la même région.